Il était 3 heures du matin lorsque Téhéran, la capitale de l'Iran, s'est réveillée en flammes. Mais ce n'était pas une opération militaire ordinaire. 3 jours plus tôt, Benjamin Netanyahou avait laissé un mot manuscrit sur le mur des lamentations. Une prière ou une prophétie. Le peuple se lèvera comme un lion et ne se reposera pas avant d'avoir dévoré sa proie. Le 13 juin 2025, Israël a accompli cette promesse d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Voici comment 2 nations, autrefois alliées, sont devenues des ennemis mortels et comment une seule nuit a bouleversé le Moyen-Orient à jamais. L'opération n'a pas été nommée au hasard. Lion ascendant. L'idée vient d'un verset biblique du livre des Nombres. Voici que le peuple se lèvera comme la lionne et se dressera comme le lion. Il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré la proie et bu le sang des morts. Netanyahou avait écrit ces mêmes mots sur le mur des lamentations le jeudi précédant l'attaque. La photo du message n'a été révélée qu'après que les bombes eurent déjà frappé l'Iran, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une décision impulsive, mais d'un plan mûrement réfléchi à forte portée symbolique. Comme dans un film d'espionnage, le Mossad avait fait entrer des armes de contrebande en Iran plusieurs semaines avant l'offensive. Des bases secrètes avaient été établies sur le sol ennemi et des drones explosifs y avaient été dissimulés en attente d'activation. Imaginez la complexité. Alors que l'Iran pensait ses défenses sécurisées, Israël possédait déjà des armes implantées à l'intérieur même du pays. Des armements de précision avaient également été dissimulés à proximité des systèmes de missiles solaires iraniens. Dans cette vidéo, vous voyez un missile Spike se diriger vers un système de défense aérienne iranien. La caméra capte chaque seconde de l'approche fatale. La cible militaire complètement prise au dépourvu. Le missile descend et boum! Impact direct avec une précision chirurgicale. Le Spike est un missile anti-char israélien extrêmement polyvalent, fabriqué par Rafael Advanced Defense Systems. Sa spécificité, le tir et oubli, une fois lancé, il utilise sa propre tête chercheuse infrarouge pour verrouiller et poursuivre automatiquement la cible, sans autre commande. Mais le Spike permet aussi un man in the loop. Le guidage peut se faire en temps réel via une fibre optique, autorisant même un redéploiement en plein vol. Ce système a neutralisé un Buk iranien, l'un des principaux lanceurs solaires de l'Iran. Et ce n'était qu'une opération parmi tant d'autres. Des frappes localisées au Spike ont visé l'ensemble du réseau de défense aérienne iranien, tandis que des radars connectés aux batteries de longue portée et des unités solaires de portée moyenne ont été détruits. Pourquoi ce franchissement de la ligne rouge? Netanyahou l'a expliqué dans un discours télévisé juste après le lancement. L'Iran a déjà enrichi suffisamment d'uranium pour 9 bombes atomiques. L'opération a mobilisé plus de 200 avions de combat israéliens qui ont frappé environ 100 objectifs stratégiques sur tout le territoire iranien. La cible première, le programme nucléaire, et en particulier l'usine d'enrichissement de Natanz. Mais Israël ne s'est pas contenté de cela. Il a visé la chaîne de commandement militaire et scientifique. Le général Hossein Salami, chef de la garde révolutionnaire, a été éliminé. C'était l'architecte de la stratégie régionale iranienne, responsable des missiles et du soutien aux groupes armés. Le major général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées, a également péri. Il supervisait aussi bien la garde révolutionnaire que l'armée régulière et pilotait le programme balistique et la fourniture de drones à la Russie. Ali Shamkhani, ancien secrétaire du Conseil de sécurité nationale, est mort des suites de ses blessures à l'hôpital. Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale de la garde révolutionnaire, a lui aussi été abattu avec 2 autres officiers supérieurs. 6 scientifiques nucléaires ont trouvé la mort, dont Mohammad Mahdi Teranchi et Fereidoun Abbasi, ex-directeur de l'agence nucléaire iranienne. Cette élimination simultanée des cadres militaires et scientifiques reflète une stratégie complexe,
visant à paralyser à la fois la capacité de défense et l'avancée nucléaire de l'Iran. Comment en est-on arrivé là? En 1948, l'Iran fut le deuxième pays musulman à reconnaître Israël, après la Turquie. Sous le Shah Mohammad Reza Pahlavi, de 1953 à 1979, une coopération fructueuse en matière de sécurité et de renseignement liait les deux pays, soutenus par leur alignement pro-américain. La révolution islamique de 1979 changea tout. L'ayatollah Khomeini rompit les liens diplomatiques, rejeta la légitimité d'Israël et lança une guerre froide clandestine. Pendant des décennies, l'Iran finança et arma des groupes hostiles tels que le Hamas et le Hezbollah, tandis qu'Israël ripostait par des frappes ciblées en Syrie, au Liban et ailleurs, sans jamais déclarer officiellement la guerre. Assassinats de scientifiques et cyberattaques complétaient ce conflit sournois. En avril 2024, l'Iran brisa un tabou en lançant ses premiers raids directs contre Israël. Le 13 juin 2025 marqua l'escalade. Depuis toujours, au cœur de cette inimitié, le programme nucléaire iranien, Téhéran assure son caractère civil. Mais Israël et l'Occident redoutent la bombe. La riposte iranienne fut immédiate. Plus de 100 drones en direction d'Israël, auxquels le pays répliqua en interceptant la quasi-totalité hors de ses frontières. Israël décréta l'état d'urgence sur tout son sol, ferma son espace aérien, suspendit les cours et interdit les rassemblements. Des dizaines de milliers de réservistes furent appelés. La population se rua vers les abris et fit des stocks de vivres et d'eau. La réaction internationale fut divisée. Les États-Unis, officiellement absents de l'opération, virent Donald Trump la louer publiquement comme un grand succès, tout en exhortant l'Iran à renégocier un accord nucléaire avant qu'il ne soit trop tard. La Russie et la Chine condamnèrent vigoureusement les frappes, dénonçant une atteinte inacceptable à la souveraineté iranienne, et se déclarèrent prêtes à œuvrer à la désescalade. Surprise, l'Arabie saoudite, rivale historique de l'Iran, condamna elle aussi l'attaque, y voyant une violation du droit international et un risque de déstabilisation régionale, signe d'un rapprochement diplomatique naissant. Sur les marchés, le choc fut instantané. Le baril de pétrole bondit de 13%, atteignant des sommets inédits depuis des mois, alimentant les craintes d'interruption des approvisionnements, l'Iran contrôlant près du 25% du trafic via le détroit d'Ormuz. Les bourses plongèrent, le dollar s'apprécia et l'or grimpa, reflet traditionnel de la fuite vers les valeurs refuges avec des risques inflationnistes mondiaux. Les analystes préviennent qu'un tel coup, porté au programme nucléaire iranien, pourrait déclencher des représailles du front de résistance, englobant Hezbollah, Houthis et milices irakiennes et syriennes, et potentiellement entraîner les États-Unis, principal allié d'Israël et doté d'environ 40 000 soldats au Moyen-Orient, dans un conflit plus vaste. Les négociations nucléaires, prévues pour le dimanche suivant, furent réinterprétées par Trump comme un levier de pression sur Téhéran. Ces frappes auront-elles ralenti le programme nucléaire iranien? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Israël a-t-il fait le bon choix en frappant préventivement? Ou a-t-il ouvert la porte à un chaos encore pire? Exprimez-vous dans les commentaires. Si ce récit vous a intéressé et que vous souhaitez rester informé des grands enjeux géopolitiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt et merci d'avoir regardé.